Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés d'Omerta. Je suis très ravie de vous annoncer une très bonne nouvelle, la sortie de notre nouveau hors-série Ukraine, la guerre sans fin, disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France et également sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci pour votre soutien, vous êtes là pour nous et vous pouvez compter sur nous. À vos kiosques. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour ces grands entretiens. Un entretien spécial puisque j'accueille aujourd'hui l'auteur géopolitologue François Martin, auteur de l'Ukraine, un basculement du monde. Voilà, et ça c'était donc en Bonjour. 2023. Bonjour, cher Merwan, c'est la première fois qu'on se voit et ça me fait plaisir de faire votre connaissance. Et l'autre, celui qui est paru en fin de l'année dernière, s'appelle Le temps des fractures. Très bien. Donc je crois qu'on est autant dans le basculement du monde que dans le temps des fractures. Le temps des fractures, exactement. Et ça va ensemble. Oui. Ça me permet aussi de faire un petit rappel pour nos spectateurs et pour vous-même également, pour leur annoncer d'ores et déjà la sortie de notre hors-série numéro 2, l'Ukraine, la guerre sans fin, que vous pouvez dès à présent retrouver dans plus de 5000 kiosques. Foncez, car l'achat de ce magazine, mais aussi l'abonnement à l'application Omerta, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et nous allons pouvoir commencer notre entretien justement en parlant de l'Ukraine et en revenant sur l'actualité forte, puisque Zelensky finalement se dit prêt à négocier et à revenir sur, on se souvient, de l'incident dans le bureau ovale avec Donald Trump. Alors, il faut toujours, et quand Zelensky dit quelque chose, il faut toujours voir qu'est-ce qu'il y a effectivement derrière. Parce qu'en fait, la question de Zelensky n'est pas tellement ce qu'on pense. Il y a un acteur extrêmement important dans cette affaire qu'on ne cite pas, ce sont les oligarques, en fait. Ce sont ces oligarques qui le tiennent et qui sont, eux, propriétaires d'un certain nombre de mines et d'un certain nombre de biens très importants parce qu'ils ont leur richesse essentiellement dans le Donbass. Et en fait, on se souvient de Zelensky juste après le début de la guerre, qui, un mois après, avait mis au point un accord avec les Russes qui était un retour de Minsk III, qui était un Minsk 4, quoi, prêt à signer avec les Russes, pour lequel Boris Johnson, vous vous souvenez, est venu dire on va les nettoyer en 15 jours. C'était les premiers temps de la guerre, justement, il devait se retrouver en Biélorussie. Et ce même accord n'est plus possible aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé entre maintenant et cette époque ? À cette époque, on ne parlait pas de l'indépendance des 4 provinces et de la Crimée. On parlait à part la Crimée, que les Russes ont toujours considéré comme russes, les 4 oblasts, on parlait de régions autonomes. Mais la propriété des mines restait la propriété des oligarques en question et des biens. Or, après que ces provinces ont fait leur référendum et ont rejoint la Fédération de Russie, aujourd'hui elles sont russes. Donc les oligarques ukrainiens ont perdu la propriété de ces biens qui sont aujourd'hui russes. Donc c'est pour ça, à mon avis, que à chaque négociation et à chaque proposition, à chaque fois, Zelensky a fait des propositions. Moi je veux bien tout ce qu'on veut, la paix, etc., mais dans le cadre d'une garantie territoriale complète pour l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui garde à ce moment-là, avec ses oligarques, la maîtrise de ces... Tandis que là, il les perd. Donc, je pense, pour ma part, que c'est pour ça que ça a clashé dans le Salon Oval. Il ne peut pas aujourd'hui ratifier le fait qu'il est prêt à négocier la cession, entre guillemets, dans le cadre d'un accord de toutes ces parties-là, de ces 4 oblasts à la Russie, ou l'abandon entre les mains de la Russie, parce que, en fait, la propriété, il s'aborde la propriété des oligarques qui, par ailleurs, sont ceux qui l'ont mis au pouvoir et qui le tiennent, les Kolomoïski, Akhmetov et tous les autres. Comment il s'appelle, celui qui a été président également, le roi du chocolat, là. Quelques-uns même proches de groupes financiers comme BlackRock. Bien sûr. Donc, c'est là le véritable problème. Il ne peut pas. Donc, je pense, pour ma part, que
il sera obligé de se faire forcer la main à chaque moment pour pouvoir dire « moi, j'ai pas voulu », dire aux oligarques « mais c'est pas moi qui veux, mais c'est Trump qui m'a forcé la main ». Est-ce que Zelensky devient gênant dans cette situation? C'est clair que oui. C'est absolument clair qu'il devient gênant. Alors, il faut voir si, quand il dit « oui, je veux travailler avec le grand président Trump, si courageux, qu'il revient en arrière », est-ce qu'il revient en arrière, mais est-ce qu'il lâche sur l'essentiel? Est-ce qu'il est prêt à dire « je suis prêt » à passer par les conditions russes qui veulent que les 4 oblasts rentrent dans le giron de la Russie ou non. S'il dit non, il peut dire ce qu'il veut, il n'a rien lâché du tout en fait. C'est ça le sujet. Mais le problème, c'est que ça ferait durer le conflit encore plus longtemps, au risque pour l'Ukraine de tout perdre. Mais l'Ukraine, de toute façon, a perdu. Le problème, c'est est-ce que Zelensky est prêt à le reconnaître compte tenu des menaces qui sont celles dont je viens de parler. Alors, ça dépend de la façon dont il pourrait être exfiltré. S'il perd le pouvoir, c'est pour ça que les Américains veulent le pousser dans une séquence, vous savez, comme sur le bateau de Peter Pan, là vous avez le comment ça s'appelle, le plongeoir, et puis le type qui avance dessus, et on lui pique les fesses avec l'épée pour qu'il tombe. Et ben, en fait, ils veulent organiser des élections présidentielles parce qu'on pense qu'il va les perdre. Il y a des concurrents sérieux comme Zaloujny. Bien sûr, tout à fait. Mais si vous voulez, ça serait une façon pour lui de dire bah, c'est pas de ma faute, j'ai perdu les élections. Mais s'il fait ça, il perd aussi la maîtrise de la négociation. Tant qu'il est dans la négociation, les oligarques ne veulent pas qu'il quitte le navire non plus. Ni contraint et forcé, ni de plein gré. Donc on est dans une situation inextricable, mais elle est inextricable pour lui, mais elle n'est pas inextricable pour les Américains, parce que les Américains, dans tous les cas, ils veulent un accord avec les Russes, ils passeront l'accord avec les Russes, ils donneront aux Russes tout ce que les Russes veulent. Parce que pour eux, contrairement à ce qu'on pense, l'Ukraine n'est pas stratégique. Ce qui est stratégique, c'est de sortir les Russes d'une relation exclusive avec la Chine. C'est ça qui est stratégique. L'Ukraine ne serait pas stratégique pour les Américains? Je ne pense pas. C'est ce que Trump nous a montré. En fait, pour les néoconservateurs, ça pouvait constituer une nouvelle base. Pour les néoconservateurs, Brzezinski était quelque chose, et le grand échiquier était quelque chose de fondamental. Mais Trump, on voit très bien, il a tiré les leçons, et Rubio l'a dit, on va en parler. Ils ont perdu. Donc, plus ils poussent, plus ils vont créer une relation inébranlable entre la Russie et la Chine. Donc aujourd'hui, il a une occasion unique, en donnant uniquement les 4 oblasts et la Crimée, et en faisant ce que les Russes veulent, c'est-à-dire démilitarisation de l'Ukraine et dénazification, et garantie que l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN. Ça, c'est les conditions préalables qu'a fixées Poutine en disant « si vous ne me donnez pas ça, il n'y a même pas de négociation ». Et Trump n'a pas d'éléments pour l'empêcher, parce qu'il n'a pas de possibilité d'escalader, sauf aller dans une guerre mondiale dont il ne veut pas. Et qu'il perdrait. Par contre, Trump il n'a pas de bâton, mais il a beaucoup de carottes. Et les carottes, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et c'est ce qu'on a vu à Riyad immédiatement. Parce que les Russes, les Américains veulent pouvoir aller investir dans le marché russe, en particulier dans les mines où ils peuvent récupérer un approvisionnement. Ils peuvent se servir des Russes aussi. Ils vont essayer de faire des mamours autant qu'ils le peuvent aux Russes, parce que leur objectif, c'est non pas de fâcher les Russes avec les Chinois parce qu'ils n'y arriveront pas, mais de désenclaver la relation Russe-Chine qui est aujourd'hui, comment dire, qui constitue le bloc c'est ça le problème. Si demain, ils ont, dans la situation actuelle qui prévaut, si demain, ils ont un gros clash avec la Chine, ils auront la Chine et la Russie ensemble contre eux. S'ils raccrochent les wagons avec les Russes, si demain, il y a un problème, les Russes seront un monsieur bons offices pour les aider à régler le problème. Donc, c'est totalement stratégique, ça, pour eux. Ils ne cherchent pas, contrairement à ce qu'on dit, un retournement de l'alliance comme celle qu'avait fait
comme celle qu'avait fait Kissinger à l'époque où il a été voir. Parce que vous ne pouvez faire un renversement d'alliance que si vous avez deux voisins côte à côte qui sont déjà fâchés. Ce qui était le cas à l'époque entre la Russie et la Chine. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, ils ne fâcheront pas des alliés. Mais par contre, ils peuvent au moins désenclaver la relation. Vous voyez, c'est ça leur souci. Et par rapport à ça, l'Ukraine ne compte pas. Hein. Oui, et d'autant plus que les Chinois et les Russes ont trouvé un adversaire commun dans les États-Unis. Et dans ce... un adversaire commun, je ne suis pas sûr que ça soit un adversaire commun. Parce que, en fait, je vais vous dire alors, aujourd'hui, il faut remettre ça dans une séquence globale que je voudrais rappeler. La victoire de Trump, évidemment. Vous avez le discours du 15 janvier de Rubio où il dit la période de l'hégémonie américaine est terminée. Donc, nous avons soldé ce monde des néoconservateurs et des démocrates qui est tenu par deux choses, l'atlantisme d'une part, le mondialisme d'autre part. Ça, c'est fini. Ça, c'est ce que dit Rubio. Après, vous avez Vance à Munich qui leur dit « Occupez-vous de vos enfants, occupez-vous de vos familles, occupez-vous de Dieu, je prie pour vous, occupez-vous de vos peuples. » C'est-à-dire, revenez à vos racines conservatrices et chrétiennes. C'est ça qu'il leur dit, en fait. C'est ça qu'il leur dit. Après, vous avez la séance de Riyad, où on découvre, aux surprises, que finalement, les Russes qui ont dit « Nous, on a mis dans la Constitution que ce qui était important pour nous, la famille, c'est un homme, une femme et des enfants. » Dieu également. Et que Trump, de l'autre côté, a dit « Pour moi, il n'y a que deux genres, les hommes et les femmes. » On se rend compte brutalement que ces gens, en fait, sont d'accord sur l'essentiel, sur leur conception de l'homme. On se rend compte de ça. Et qu'au regard de ça, la discussion géopolitique sera beaucoup plus facile. Bon. Ensuite, après ça, il y a la réunion organisée à la va-vite par Macron, que j'appelle la réunion des poissons dans le bocal, où on fait semblant de ne pas avoir vu que Trump allait gagner d'un côté, que Poutine avait déjà gagné de l'autre. On fait semblant, ah, mais comment ça fait-il que... Et on met en scène, je dirais, on essaye de mettre en scène sa propre défaite, en essayant en même temps d'hystériser les Européens pour qu'ils restent groupés auprès de dirigeants qui ne dirigent plus, en fait. Après, vous avez la séquence Macron à Washington, Starmer à Washington, Zelensky à Washington. Et après, vous avez la réunion de Londres. Bon, si vous regardez tout ça ensemble, vous vous apercevez qu'on sort d'un monde qui est un monde géopolitique, qui est terminé, puisque les Américains ont renoncé à leur volonté hégémonique, et qu'en même temps, vous avez le début ce que j'appelle une nouvelle guerre mondiale, qui est une guerre du progressisme, qui est une guerre entre les progressistes et les conservateurs. Et si vous regardez ça, vous apercevez qu'aujourd'hui, les Américains, par la victoire de Trump, se sont mis dans le camp des conservateurs, avec tout le reste du monde, et que vous avez deux ennemis. L'un, c'est les progressistes qui restent au sein de l'establishment américain et qui n'ont pas dit leur dernier mot, d'une part. Et d'autre part, les dirigeants européens qui se sont organisés en bastion du progressisme en espérant pouvoir faire tomber Trump dans les 2 ans qui viennent, tout en essayant d'hystériser leur population. Vous êtes dans une configuration qui est celle-là aujourd'hui. Et vous vous dites que les prochains qui vont tomber, c'est Macron, c'est les dirigeants européens qui vont tomber. Parce qu'il y a quand même il y a eu un coup amer pour les Européens, c'est ce retournement de l'allié américain qui justement avait lui-même fait de l'Europe une zone où il diffusait non seulement ses marchandises, mais son idéologie. Et aujourd'hui, on se rend compte que les Européens ont tendance à se raccrocher quasiment à quelque chose qui n'existe plus. Bien sûr, et se trouvent complètement isolés. En fait, ça n'a pas existé. Ils étaient pas. Il y a pas. En fait, le géopolitique a caché le culturel, si vous voulez. Mais en fait, cette alliance qu'on croyait être une alliance était une alliance géopolitique, mais une alliance factice, parce que l'Europe n'a jamais existé. L'Europe n'existe pas en fait. En tant qu'entité culturelle, elle n'a jamais existé. Où sont les racines de l'Europe qu'on a valorisées, qu'on a mises en avant ?
Certains vous répondraient, il y a un socle commun, chrétien, il y a quand même... Mais en quoi a-t-il été mis en valeur dans la communauté européenne aujourd'hui ? Gréco-romaine, une base historique. Où sont nos racines ? Où nos racines ont-elles été mises en avant ? J'ai raconté sur une autre chaîne que j'ai été, il y a quelques années, à Héraclion. Héraclion, c'est là où l'Europe est née en Crète. En Crète, pardon. C'est là que l'Europe est née, puisque on sait que Europe est une princesse de Tyr, qui a été emmenée par Zeus, qui s'est transformée en bœuf ou en taureau, qui l'a emmenée sur l'île de Crète et qui l'a engrossée, et elle est devenue la mère du roi Minos, donc de la civilisation minoenne. Et la civilisation minoenne est une des plus anciennes et une des plus belles qui soit quand vous y allez. Les poteries ont 6500 ans d'âge. Donc ils sont contemporains des Sumériens les plus anciens. Bon, où est-ce que vous avez jamais vu que nos racines minoennes, par exemple, ont été mises en avant comme... où est notre projet historique et civilisationnel ? Où est-ce qu'il est ? À part celui qui existe déjà. Nulle part. Où est notre doctrine de politique étrangère ? Vous avez quand même une histoire commune entre le Saint-Empire... Il y a des histoires communes, mais aujourd'hui, vous n'avez pas de politique étrangère commune. Elle n'existe pas. Quelle est la politique étrangère de l'Italie, de l'Espagne, de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne et de la Pologne et de la Hongrie, en quoi ont-elles quelque chose de commun ? Chacun a sa propre vision de la politique étrangère. Ça a été l'ambition d'après la Seconde Guerre mondiale de constituer justement un bloc uni, le fameux plus jamais ça, pour plus avoir de... Alors, ça c'est ce qu'on dit. Mais je vous engage à lire le livre d'Éric Branca, qui s'appelle L'ami américain. Et vous voyez que c'est une construction américaine totale. En fait, c'est une forme d'organisation qui dérive de l'AMGOT. L'AMGOT n'a pas été organisée en France grâce à De Gaulle, mais je vous rappelle qu'en ce qui concerne l'Allemagne, par exemple, ce qui était prévu et qui a finalement n'a pas été réalisé, ça s'appelle le plan Morgenthau. Et le plan Morgenthau visait à détruire la totalité de l'Allemagne, la totalité de ses industries, à noyer toutes ses mines, c'est-à-dire à priver l'Allemagne définitivement de toute sa richesse et d'en faire une série de pâturages. C'est ça qui était prévu. Donc c'est ça la vision qu'avaient les Américains de l'Europe à cette époque. Et ils ne l'ont pas mise en œuvre en ce qui concerne le plan Morgenthau, parce que certains conseillers de Roosevelt lui ont dit « il vaut mieux malgré tout que l'Allemagne soit développée plutôt que ça soit simplement un champ de ruines, parce que ça nous protégera mieux contre les Russes ». Donc du coup, et là je vous renvoie aux travaux d'Annie Lacroix-Riz, qui dit qu'il y a non pas des centaines, ni des milliers, mais des dizaines de milliers de nazis qui ont été recyclés dans l'appareil administratif de l'Europe, de l'Allemagne de l'Ouest, pour en faire un bastion protecteur des États-Unis contre la Russie. Donc l'Europe a été construite comme un bastion contre la Russie, d'une part. D'autre part, elle a été construite comme un garde-manger pour pouvoir prendre ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Et troisièmement, comme un réceptacle et des clients piégés à qui on peut vendre essentiellement les armes et les munitions. C'est ça l'Europe. Mais l'idée que l'Europe a été constituée par nous, etc., c'est une idée qui est totalement fausse. Vous considérez donc que l'Union européenne telle qu'elle est, ça a été un outil, un moyen pour détruire les nations de l'intérieur ? Totalement. Pour les détruire, pour les vassaliser, pour les tenir... C'est Jean Monnet, le père de l'Europe. Jean Monnet est un agent de la CIA. Donc, actuellement. Et aujourd'hui, je finirai comme ça, je pense que la pression russe, ou la pression telle qu'elle est présentée d'une pression russe, puisque en fait les dirigeants européens, dans leur terreur, je dirais, ont intérêt à augmenter la pression et la terreur de façon à pouvoir tenir leur population.
Ils sont en train de nous faire, en gros, le coup du... Ils sont en train de nous faire le coup de la maladie comment ça s'appelle, du Covid. Ah oui, attention, les Russes, demain, les Russes sont... Donc, il faut terroriser les populations pour qu'elles restent tranquilles, pour qu'on arrive à les tenir. C'est ça qu'ils sont en train de nous faire en ce moment. Parce que les Russes n'ont jamais menacé l'Europe. Et ils ne la menacent pas plus aujourd'hui. Certains vous diraient, oui, mais on voit que si on laisse faire Poutine, il va aller plus loin, il va aller au-delà du Dniepr. Est-ce qu'il faut mettre des bombes en Bretagne pour se protéger contre une invasion américaine? Si on laisse faire les Américains, si on laisse faire, est-ce qu'il faut se protéger des Espagnols? Si on laisse faire les Espagnols. Quand on réfléchit à cette phrase qui dit « si on laisse faire », elle n'a pas de sens en soi. C'est le discours médiatique et politique, notamment Emmanuel Macron, Van der Leyen. Exactement. Mais ce qu'il faut voir, c'est derrière, est-ce que les faits, le fait que nous ayons en face des personnes et d'autres pays qui soient armés, même fortement armés, même ayant la bombe comme les Anglais, on n'a pas peur des Anglais, que je sache. On n'a pas peur des Américains, que je sache. Pourquoi? Parce qu'ils ne montrent pas de velléité belliqueuse à notre égard. À notre égard, je dis bien. Les Russes n'ont pas plus de velléité belliqueuse à notre égard aujourd'hui. Pourquoi justifieraient-ils une terreur pareille? Vous voyez? Et ils ont passé leur temps à dire qu'ils n'avaient aucun intérêt. Vous pensez qu'au moment où ils sont en train de développer leur pays comme ils le font, à travailler comme ils le font avec tous les pays asiatiques, à construire les BRICS, à vendre à l'Inde, à construire ce rapport particulier et ce grand projet avec l'Iran, etc., vous pensez qu'ils vont vraiment aller s'embêter, aller taper les pays baltes ou même la Pologne? Mais quel intérêt? Pourquoi ferait-il ça? Est-ce que finalement cette séquence qui se termine et la nouvelle qui s'ouvre n'est pas le début d'une crise sans précédent pour les Européens? Mais bien sûr. Économiquement. Bien sûr, bien sûr. Mais je le crois tout à fait. C'est non seulement une crise sans précédent, je pense même que c'est une crise finale. Parce que si vous voulez, le montage tel que je l'ai expliqué de l'Europe est un montage qui est totalement mensonger. Et le plus mensonger de tout, c'est le parapluie nucléaire. Oui, la fameuse défense. Parce que vous ne pouvez pas imaginer une seconde que les Américains tireraient sur Moscou pour aller défendre Tallinn ou Vilnius ou même Varsovie. Jamais. C'est donc aussi la mort de l'OTAN, par la même occasion. Mais l'OTAN n'existe comme une structure qui est faite pour garantir la vassalité européenne. Parce que quand vous protégez un pays militairement, ça veut dire que vous le tenez politiquement. C'est ça que ça veut dire. Donc l'OTAN n'est pas fait pour nous protéger des Russes, mais est fait pour nous enfermer dans la logique américaine. C'est ça que ça sert l'OTAN. Mais Trump n'en a pas besoin. Il va larguer l'OTAN, il l'a déjà dit. C'est un poids pour lui, d'ailleurs. Il a considéré que les Européens n'investissaient pas suffisamment. Oui, mais c'est surtout une façon, cette présentation est surtout une façon pour lui de dire, pour pas dire je m'en vais, parce qu'on va lui reprocher. Il va dire défendez-vous. Et puisque vous ne le défendez pas, vous êtes des ingrats. D'ailleurs, l'Europe n'a été faite que pour embêter les Américains. Je viens de montrer que c'est un mensonge total, mais lui, ce qu'il cherche, c'est des arguments pour pouvoir se désengager. Parce que d'abord, s'il a besoin de tenir les Européens, il n'a pas besoin de l'OTAN. Il suffit qu'il leur dise, toi, je te montre les droits de douane, toi, je ne te les montre pas. Donc, qu'il ait une bande de petits pays qui se débrouillent tout seuls, chacun dans son coin, c'est aussi bien pour lui que d'avoir un système européen qui, en fait, sert l'OTAN, qui engraisse ses ennemis à lui de l'intérieur démocrate. Puisque ça fait partie du système démocrate, en gros, ce que j'appelle le système démocrate, monté du système atlantiste, je dirais. Voilà, c'est ça. Et lui, il n'en a pas besoin. Il veut terminer avec tout ça. Est-ce que finalement, la solution la plus évidente qui se présente, ce serait le retour de cette Europe des nations qu'un général de Gaulle déjà a appelé de ses voeux? Bien sûr, c'est ça la solution. Et elle ne peut se concevoir
que dans une relation pacifiée et normale avec la Russie. Ça n'avait aucun sens au regard de l'histoire que l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest soient séparées par un mur. Aucun sens. Est-ce que ça a un sens aujourd'hui que l'Europe, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, c'est ça que j'ai dit, non? Quel sens ça aurait aujourd'hui que l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, à savoir la Russie, soient séparées par un mur, que ce soit un mur de guerre, ou que ce soit un mur psychologique, ou que ce soit un mur politique? Ça n'a aucun sens. Nous avons vocation à récupérer nos relations d'approvisionnement et de vente naturelle avec l'Est. C'est ça la nature des choses. L'Europe de l'Atlantique à l'Oural, c'est la nature des choses. Et on reviendra forcément, dans la mesure où les Américains, ce qui a empêché que cette nature des choses reprenne, c'était le mantra américain qui voulait que ces deux Europes ne se rejoignent jamais. C'était ça, ce système. Mais ce système vient de mourir aujourd'hui. C'est ce que Rubio a dit. Les Américains sont prêts à prendre le risque. On n'a pas besoin de vassaliser l'Europe, de la tenir, etc. Si on est fort, on sera fort tout seul parce qu'on vendra, parce qu'on travaillera avec la Russie, avec la Chine, etc. On est assez grand pour se débrouiller tout seul. On n'a pas besoin de ces oripeaux. C'est ce qu'ils viennent de dire. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc nous, on est en face de nos responsabilités. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de se défendre avec des budgets à 5%, avec des gens à qui, que par ailleurs, on va courtiser pour qu'ils nous donnent du gaz 4 fois moins cher que le gaz des Américains. C'est une contradiction totale. Ou c'est des amis ou c'est des ennemis. Si c'est des ennemis, on ne va pas vouloir leur acheter et on va acheter du gaz américain. Si on va acheter du gaz russe comme un jour, l'Allemagne va refaire. C'était le cas avant, avec Nord Stream. Mais bien sûr. Donc à ce moment-là, il n'y aura pas besoin de se défendre contre votre principal fournisseur. D'ailleurs, c'était le cas également pour le pétrole russe, qui transitait par l'Inde et qui finalement était récupéré par les Européens. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Est-ce que finalement, ce qui ressort, et je ferai le parallèle avec l'élection américaine qui a prouvé finalement qu'il y avait une démocratie, puisque les Américains se sont exprimés, est-ce que finalement ce n'est pas la crise des démocraties européennes qui n'ont continuellement que des dirigeants, c'est ce que vous décrivez, qui travaillent quasiment contre les intérêts des peuples? Mais bien sûr. C'est pour ça que je reprendrai simplement le mot que vous employez en disant des démocraties européennes. Pour moi, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de démocratie européenne. On a dans le système que je décris des pseudo-démocraties. Nous sommes des démocraties européennes au même sens où avant la chute du mur, la Pologne, où j'ai eu l'occasion d'aller pas mal de fois, était une démocratie. La Pologne n'était pas une démocratie. Jaruzelski a été choisi par ces maîtres russes qui l'ont mis en place. Là, c'est pareil. On a bien vu que Macron a été choisi. Donc, on n'est pas dans un système démocratique. On est dans un système oligarchique, pseudo-démocratique, dans le cadre d'une oligarchie qui décide les choses à Washington. C'est ça le système dans lequel on est. Donc, vous avez raison, il est temps de revenir à un véritable système démocratique. Et ce jour-là ne pourra être le cas que le jour, d'une part, où les Américains ne décideront plus qui a le droit de se présenter ou pas de se présenter, qui peut être, par l'intermédiaire de la communauté, mis en accusation, qu'il s'appelle le dirigeant roumain ou qui s'appelle Fillon, etc., qui tire les ficelles. Et puis d'autre part, cette clique qui nous dirige aujourd'hui et qui est une clique organisée et des young leaders, etc., qui font partie du système démocrate américain, ont quitté le pouvoir et les peuples s'expriment véritablement pour choisir les gens qu'ils ont décidé de mettre à la tête de nos pays. À ce moment-là, on aura véritablement, je pense, j'espère, un retour d'une véritable démocratie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et vous parlez là de l'exemple de la Roumanie avec Georgescu, qui est dirigeant élu, mais contesté par les Européens. C'était un petit peu le même scénario pour le Maïdan en Ukraine, en 2014, finalement. Tout à fait.
Sauf qu'en plus, au Maïdan, on sait que c'était les services polonais qui travaillaient, qui étaient les factotums pour le compte des Américains et de Victoria Nuland. On sait que Victoria Nuland a téléphoné à l'ambassadeur des États-Unis à Kiev 15 jours avant le Maïdan, confère mon premier livre en lui disant d'abord « Fuck the Europeans », on se souvient, mais en lui donnant la liste des gens qui devaient faire partie du prochain gouvernement post-Maïdan. Alors quand vous téléphonez à votre ambassadeur pour lui dire « Voilà ceux qu'il y aura après le Maïdan », ça veut dire que c'est vous qui avez organisé le Maïdan. C'est ça que ça veut dire. Et en plus, vous nommez dans ce gouvernement-là, comme ministre des Finances, la chargée du poste économique de l'ambassade américaine à Kiev, à qui vous donnez la nationalité ukrainienne le jour de son investiture. Voilà. Donc, c'est comme si en France, on décide on fait sauter le gouvernement du Togo et on met l'ambassadeur de France comme ministre des Finances ou comme Premier ministre du ministre du Togo, du nouveau gouvernement du Togo. Et on dira, mais non, c'est pas colonialiste, ça c'est le Togo a décidé librement de comment est son gouvernement. Donc on voit bien qu'on était dans un système qui était totalement antidémocratique. Oui, tout à fait. Tout à fait. En ce qui concerne la situation française, est-ce que l'après-Macron, est-ce que dans le paysage politique français, est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour vous, suggère un petit peu d'espoir ou une possibilité de sortie de crise, où on est en face de politiques qui finalement vont poursuivre écoutez, moi, aujourd'hui, ça, je ne sais pas. J'espère, mais je ne sens pas beaucoup, à part les résistants que nous essayons d'être, je ne sens pas beaucoup une velléité d'indépendance et de libération au sein du peuple français. Je ne sens pas trop. Alors, ça peut naître. Il y a une phrase de Général de Gaulle de 61, je crois, qui dit nous allons bientôt avoir fini la décolonisation de nos colonies et maintenant il va falloir nous décoloniser nous-mêmes. Il dit ça. Nous décoloniser des États-Unis, il dit ça. Il avait déjà prévu. Il a dit déjà parce qu'il a déjà le sentiment que la France est colonisée par les États-Unis au début des années 60, ce qui est vrai. C'est d'ailleurs. Il dit le problème, c'est que en général, les colonisés ne veulent pas être décolonisés. Il dit ça. Il dit en général, on se satisfait d'une certaine forme de suggestion et on ne veut pas changer. C'est pas seulement vrai en France, c'est vrai dans la plupart des pays. Et il a raison. Et c'est un travail, une des tâches les plus difficiles des personnes qui veulent véritablement l'indépendance de leur propre pays. Et je considère que nous, dans le travail que nous sommes des indépendantistes, d'une certaine façon. Le plus difficile, c'est de convaincre leur propre population, les Français, de couper le cordon ombilical et de leur faire penser « eux, c'est eux, nous, c'est nous ». Nous, on est Français, on réfléchit en français. C'est pas parce qu'on est amis ou ennemis des Américains ou quoi que ce soit, pas plus des Russes, qu'on doit se demander qu'est-ce qu'ils doivent penser si on décide quelque chose. Si on veut décider, on décide. Si on veut tenir compte de ce qu'ils nous disent, on en tient compte. Mais c'est nous, en dernier ressort, qui devons décider. C'est le passage à une mentalité d'adulte, si vous voulez. Et pour répondre à votre question, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, en France, globalement parlant, on ait cette mentalité d'adulte. J'en suis pas sûr. D'ailleurs, c'est ce que Alain Pierrefitte dans C'était De Gaulle montre bien dans ses retranscriptions. De Gaulle signale le risque que peut être une Union européenne et ce que ça peut représenter comme étant un cheval de Troie des Américains et qui profiterait des intérêts européens, voire même irait jusqu'à rompre avec des alliés objectifs comme pouvait l'être la Russie. Oui. Et il dit pas ça, le risque que ça pourrait. Il dit que c'est comme ça. Et c'est construit comme ça depuis le début. La meilleure preuve, c'est que De Gaulle n'a jamais voulu aller aux cérémonies du débarquement.
Parce qu'il sait que les cérémonies du débarquement, c'est le symbole de la suggestion de la France au système américain. Et il ne veut pas. Et en plus, il sait que c'est un mensonge, parce qu'il y a eu 300 000 morts d'un côté, mais il y a eu 24 millions du côté russe. Donc s'il y a un endroit où il faut aller, c'est aux cérémonies du 9 mai à Moscou. Ouais. C'est là qu'il faut aller. Ouais. Alors je ne sais pas s'il y a été. Mais en tout cas, c'est ça le problème. D'ailleurs, une rumeur circule en ce moment qui dirait que Donald Trump serait peut-être présent à la cérémonie. Oui. Et là, ce serait le point final de toute une séquence, la séquence que vous décrivez. Et s'il fait ça, c'est une séquence qui est mortelle pour nous. Qui est mortelle pour nous. Parce que ça veut dire, vous, Français, vous, Européens, qui êtes à côté des Russes, vous avez été incapables de régler votre problème. Vous êtes resté dans les pattes de ceux qui étaient avant nous. On vient de prendre le pouvoir et nous, on va voir directement vos, entre guillemets, ennemis. On se met d'accord avec eux, entre guillemets, contre vous. C'est ça le problème. Donc, la sortie de crise pour nous, c'est de nous libérer de nos propres forces progressistes dans nos propres pays. Et de nous assumer, nous, comme des gens indépendants, capables et heureux d'aller parler avec les Américains, avec les Russes. À partir de ce moment-là, on est sorti de la mâchoire dans laquelle on est. On est enfermé. Emmanuel Macron, il incarne tout ce que vous décrivez comme... de pire. De pire. Est-ce que c'est devenu véritablement l'adversaire? Je le pense, oui. Oui, je le pense. Je pense que vous avez raison. Je pense que Macron est plus... On en fait un espèce de, si vous voulez, de leader malin, mais finalement qui a tout raté, etc. Il a poussé Donald Trump pour accueillir... je pense que c'est bien pire que ça. Parce que si vous voulez, moi, ce qui me fait penser ça, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Dans son introduction, Candace Owens explique que c'est Macron et sa femme qui ont décidé et qui ont choisi, ce qui est tout à fait logique, le metteur en scène de la cérémonie d'ouverture, sataniste. Vous considérez que c'était sataniste? Parfaitement sataniste. Donc avec ses composantes drag queen, pédophile, puisque dans la scène, il y a 2 enfants, on a mis 2 enfants, etc. Donc, vous avez toujours, la pédophilie est toujours proche dans cette philosophie sataniste. Elle est consubstantielle, si vous regardez. Et l'autre chose qui est consubstantielle, c'est le blasphème. Donc, on a eu là l'ouverture de la porte qui montre comment ces gens-là pensent. Le voile est tombé. Tout à fait. Et si Macron a choisi le metteur en scène, ça veut dire qu'il a choisi également la pièce de théâtre. Il a choisi la séquence, ça a été fait concomitamment avec lui. Donc, quand il a fait ça, il s'est affirmé lui-même comme le porte-drapeau du système progressiste mondial, je dirais. Ouais. Voilà, qui a 2 aspects. L'aspect, je dirais, d'une part idéologique, qui est celui-là, et l'aspect économique, puisque les 2 choses vont ensemble. Parce que si vous êtes un mondialiste économique, ce qu'il vous faut, c'est des individus seuls et désaffiliés à qui vous puissiez faire pousser, que vous puissiez... donc vous puissiez attiser les pulsions à votre convenance. Dans une indistinction générale. Donc vous devez transformer, si je puis dire les choses comme ça, tous les belles pièces de bœuf en viande hachée. Vous hachez tout. Il faut là, vous n'avez plus d'État, vous n'avez plus de famille, vous n'avez plus de relations hommes-femmes, vous n'avez plus d'enfants. Vous n'avez plus qu'un système désaffilié et des gens perdus tout seuls à qui vous pouvez bourrer de marchandises mondiales, etc. C'est le bonheur pour les grandes boîtes, la mort des petites, la mort de l'emploi. Vous faites rentrer dedans, dans ce projet satanique, encore une fois, toute immigration est bonne parce qu'elle vise à désorganiser les choses. Oui. Voilà, c'est la première chose que Trump a voulu. Si on veut, la fermeture des frontières à l'immigration aux États-Unis, ça vise d'une part à étrangler et à tuer les systèmes mafieux
qui les organisent, dont nous ne parlons jamais, et qui sont gigantesques, premièrement. Et deuxièmement, d'empêcher que les jobs soient volés aux petits Américains pauvres. C'est ça le système. Ouais. Ça, le système américain. Et chez nous, c'est pareil. On est exactement dans la même configuration. Donc, seule solution à cela, la révolte. Alors, je ne suis pas sûr, moi, que... un retour à la nation. Un retour à la nation, mais est-ce que la révolte populaire est véritablement je dirais, non pas la solution, mais la façon dont ça risquerait de se faire, j'en suis pas sûr. Parce que, en tout cas en France, les choses sont organisées de telle sorte qu'on a toujours terrorisé les bourgeoisies en leur faisant peur, en leur disant la révolte populaire va arriver ou la révolte des populations exogènes va arriver. Donc, on a toujours resserré les bourgeoisies et fait passer les dirigeants actuels par ce biais-là, en leur disant... parce que derrière... Ça, c'est Mitterrand qui a inventé ça, et c'est Didier Maisto qui l'explique dans un livre qui s'appelle « Passagers clandestins », voilà, où il dit que Mitterrand, à ce moment-là, avec la révolution, si je puis dire, « touche pas à mon pote », a transformé le droit à l'indifférence en droit à la différence. Et que ce droit à la différence a été le poison qui a été instillé et qui a infecté toute la société française. Donc on en revient à l'idéologie et faisant ça, il a découplé et désaffilié les communistes et les classes populaires endogènes pour s'appuyer sur des classes populaires, si je puis dire, exogènes, dont il a organisé la guerre contre le système patriotique français et les... Vous voyez ce que je veux dire? Diviser pour mieux régner. Voilà, il a fait ça. Il a fait ça. À tel point qu'aujourd'hui, vous allez en France dans la rue avec un drapeau français, on vous traite de fasciste. Mais ce qui est quand même gravissime. Oui. Alors que dans un pays normal, si vous voulez, il a voulu enlever le jaune d'œuf de la mayonnaise et faire la mayonnaise avec de l'huile sans jaune d'œuf. Ben, vous n'y arrivez pas, simplement. En un mot, pour conclure notre entretien, la France reste quand même historiquement un pays révolutionnaire. Non? Donc il reste encore cette ADN. Je ne suis pas sûr, moi. C'est pas ce qu'on voit, hein. Mais 68, est-ce que la France les gilets jaunes dernièrement Les gilets jaunes, mais bon, regardez comme ça a été. Les gilets jaunes ont été arrêtés d'une façon extrêmement simple. On a mis les black blocs dans les gilets jaunes, on a laissé tout casser, on a laissé la presse prendre fait et cause pour les bourgeoisies en disant ces salauds ils cassent tout, et puis on les a isolés du reste du peuple, et puis ça a été terminé. C'est ça qu'on a fait. C'est comme ça que Macron a tué les gilets jaunes. Donc moi, je crois plus à une révolution de palais, moi, je pense. Son idée folle de vouloir offrir entre guillemets le parapluie nucléaire aux autres pays d'Europe est une telle folie que je pense qu'il peut y avoir un certain nombre de militaires qui disent non possumus, et que l'armée à un très haut niveau décide de dire on vous obéit plus. Il peut y avoir des oligarques chez nous qui disent t'as été trop loin, tu t'es enfermé, t'as bradé la puissance de la France. Je pense à Bernard Arnault par exemple. Bon, Bernard Arnault, une petite image, je dirais un peu progressiste chez nous, ça lui déplaît pas parce que les catégories qu'on appelle les DINK, Double Income No Kids, dont font partie les catégories LGBT, etc., sont parmi les catégories les plus riches. Et c'est ceux à qui il vend ses produits. Pas uniquement eux, mais en partie. Donc ça ne lui déplaît pas, si vous voulez. Plutôt qu'une étiquette d'une France très conservatrice, etc., enracinée. Bon. Mais par ailleurs, il reste une image de la France avec ses produits, avec son champagne, avec etc. etc. Donc ça, imaginez que demain on soit vraiment fâché avec les États-Unis et que si on se prend les 25% de droits de douane, moi je pense que Bernard Arnault doit être furibard en ce moment. Ouais. Voyez ?
Il doit être furibard. Donc, qu'un certain nombre de ces oligarques français, je dis oligarques volontairement au lieu de dire milliardaires, parce que oligarques, ça veut dire qu'ils font partie du pouvoir. Milliardaires, ça veut dire simplement qu'ils sont riches. Un jour, puissent passer un coup de fil à Macron en disant « on t'a mis en place, mais t'as été trop loin, maintenant tu t'en vas ». Je crois plus, si vous voulez, au fait qu'il soit abandonné par ceux qui l'ont soutenu, par ceux qui l'ont mis en place, plutôt qu'autre chose. Et on le verra tout de suite. Vous savez comment on le verra ? Allez-y. Par la presse, tout simplement. Aujourd'hui, toute la presse passe mainstream, je veux dire, je ne parle pas des réseaux, passe son temps à dire que le roi n'est pas nu, et plus il est nu, plus elle dit qu'il n'est pas nu. Et le jour où... Le jour où vous avez la presse qui se retourne et qui commence à dire « le roi est nu, il a fait telle connerie, il n'a pas fait ci, etc. etc. » Regardez les journaux. Aujourd'hui, ils justifient Macron tant et plus, parce que les oligarques qui tiennent les journaux considèrent que Macron est encore la moins mauvaise option aujourd'hui dans le système d'aujourd'hui. Mais ils vont pas, à un moment donné, ils vont le lâcher. À un moment donné, ils vont le lâcher. Alors, le problème, c'est qui ils ont dans le tuyau pour pousser à sa place. Alors là, est-ce que ce sera à nouveau du progressisme ça ou sera alors, autre chose. Mais si vous voulez, moi, ce que j'attends, c'est que le jour où cet homme s'en va, et j'espère qu'on va le pousser dehors, lui aussi, sur la planche avec la pique, là, comme dans Peter Pan, ce jour-là, le pays se remettra à respirer de nouveau, puis on aura, chacun se présentera. Monsieur Mélenchon se présentera, Madame Le Pen se présentera, Monsieur, comment s'appelle-t-il, De Villepin, s'il veut se présenter, se présentera, Monsieur Barnier se présentera. Ils seront tous là sur l'estrade, et puis on verra qui on choisit. Ça peut constituer une solution vers un anti-progressisme ou un retour à la souveraineté de Villepin pour vous ? Écoutez, alors ça, c'est une très bonne question. C'est quand même l'homme De Villepin est un gaulliste au départ. Voilà. Bon, quels sont... mais enfin, il a tellement viré qu'aujourd'hui, il est en train de grignoter plutôt l'électorat de Mélenchon qu'autre chose. Alors, c'est quand même un drôle de parcours, si vous voulez. Moi, en tant que patriote... je suis étonné, voyez. Il faut voir qui le suit, il faut voir... il est quand même étonnant qu'on considère que c'est aujourd'hui une des personnalités préférées des Français. C'est quand même étonnant. C'est l'homme qui a priori se présente comme au centre, sans être macronien, mais plutôt comme l'a été la France sous De Gaulle, une France qui ne prend ni parti pour les Américains, ni parti pour les Soviétiques, qui est un peu la troisième voie. Oui et non, je pense pas, parce qu'à aucun moment vous l'entendez parler de patriotisme. Il faut quand même... Le principe, c'est quand même, il faut revenir au conservatisme et revenir au patriotisme. Vous devez faire ça. C'est obligatoire. Vous devez partir de là. Alors ensuite, à vous de gérer l'immigration comme vous le souhaitez, etc. Mais au départ, il faut que vous remettiez le jaune d'œuf dans la mayonnaise, si vous voulez, au départ. Ça peut faire que comme ça. Et ça, je ne sens pas ça chez lui. Très bien. Je ne sens pas chez De Villepin cette fibre qui était celle de De Gaulle. Cet équilibre. Et cette fibre qui était de Gaulle. De Gaulle parlait de la France éternelle. J'entends pas Villepin parler de la France éternelle. François Martin, merci infiniment pour cet entretien, ce long entretien où on a pu aller décrypter, de manière à aller au fond des choses. Ça a été un plaisir. Et j'imagine que ce sera la même chose. C'est la même chose pour nos spectateurs qui nous ont suivis. Merci beaucoup pour cette première expérience très sympathique et très réussie. Merci. Qu'on pourra réitérer avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci. Chers amis abonnés d'Omerta, merci de nous avoir suivis une nouvelle fois pour ce grand entretien. Je vous rappelle la sortie de notre dernier hors-série que voici, que vous pouvez retrouver d'ores et déjà dans vos kiosques. C'est le meilleur moyen, comme je vous le dis souvent, pour nous soutenir. N'oubliez pas également de télécharger l'application Omerta où vous pourrez retrouver tous nos contenus, toutes nos émissions, nos reportages, nos documentaires. Et
Et il ne me reste qu'à vous dire à très bientôt. Voilà. Et si je puis permettre un dernier mot, une guerre sans fin qui risque de ne pas être sans fin, justement, comme nous l'avons dit, mais qui risque de s'arrêter heureusement assez vite. Heureusement, exactement. Merci encore François Martin. Merci chers spectateurs. Et je vous réitère, à très bientôt. Portez-vous bien.